Ok, donc je vais aller rapidement. Donc je vais parler sur le rôle de dialogue interreligieux et aussi de la mémoire dans la paix sociale et je focalise l'attention sur le cas irakien. Et donc ces remarques sont basées sur mon expérience dans le dialogue que j'ai passé à l'université de Bagdad, ma qualité de conseiller pour le Chaire UNESCO dans le domaine du dialogue. Donc en fait, le dialogue interreligieux nous offre la possibilité d'avoir un espace d'échange. Et cet espace d'échange est important dans les sociétés multiethniques, multigroupes, parce que ça nous permet de maîtriser les tensions s'il existe. Des tensions, on peut, si vous voulez, passer tout de suite à table et parler. On peut aussi prévoir le problème à venir et approfondir la compréhension entre le groupe. Et aussi, deuxième chose, c'est qu'on déconstruit l'image négative de l'autre, les stéréotypes, l'image négative de l'autre, tel degré que dans notre société irakienne, on dit que les chiites sont pro-iraniens, d'office. Les chiites ne sont pas arabes, d'office. Les sunnites sont bassistes, sont pro-Saddam Hussein. Ce sont les images prêtes, en fait. Et les Kurdes sont séparatistes, sont rebelles. Et les Yézidites, c'est encore pire. Les Yézidites, ils ont la culte du diable, ils sont impurs. Donc, les Yézidis, il ne peut pas avoir un magasin d'alimentation générale parce qu'il est impur. Il ne peut pas toucher le produit pour vendre aux musulmans ou aux chrétiens. Donc les gens n'achètent pas. Il ne peut pas vendre la viande parce qu'il ne peut pas la toucher. Donc il y a plusieurs métiers. Et ces images qui circulent alimentent la conscience des gens. Et à tel degré que les Yézidis, parfois, quand ils entrent dans la ville, ils sont obligés, parce que pour acheter les légumes, ils sont obligés de mettre une tenue arabe, regard et tenue arabe, pour se dissimuler dans la masse. Donc, en fait, le dialogue religieux, c'est très important pour traiter de problèmes comme ça. Maintenant, à la fin, je vais vous dire les limitations de ce dialogue dans la société, parce que ça, c'est la théorie. Mais est-ce que réellement on peut aller discuter sur tout ça, c'est autre chose. Et aussi, le dialogue interreligieux nous aide à empêcher l'utilisation de facteurs politiques, empêcher le politique de manipuler le groupe ethnique. Donc, si on a un bon dialogue entre les gens, voilà. Renforcer la société, la cohésion sociale entre les gens. Donc, si on se base sur les valeurs communes, sur le mariage mixte, je précise, le mariage mixte était élevé avant 2003, après 2003 a chuté, mais après, la guerre civile est passée, là maintenant ça commence à augmenter, mais je n'ai pas de chiffre exact, peut-être après le code civil ça va encore changer. Voilà. Et donc, en fait... Pardon? Le mariage sunnite chiite. Voilà. Donc, en fait... mais c'est très important. Voilà. Donc, en fait... Mais quelles sont les activités... Selon mon expérience à l'université de Koufa, quelles sont les activités de dialogue? Moi, quand je suis entré à l'université, je dois préparer le projet de Chaire UNESCO. J'ai demandé, en fait, à la faculté de l'université, qu'est-ce que vous avez comme activité dans le dialogue? Donc, on me sortait, les universitaires, je ne parle pas des organismes religieux, on me sortait des photos, on dit, voilà, il y a tel monsieur qui est passé, on a bu le café ensemble, on a parlé, il est parti. Mais je leur ai demandé, est-ce que vous avez traité le problème? Ils m'ont dit non. Mais on est ensemble, c'est déjà comme ça. Donc on est resté toujours en surface des choses
et on travaille sur des choses protocolaires, universitaires. Et aussi les rencontres entre religieux, entre par exemple chrétiens et musulmans, elles se passent, mais ça reste toujours protocolaire. Chacun y garde ses textes sacrés. On ne peut pas discuter sur le texte de l'autre parce que chacun il a sa littérature, son histoire, sa culture, et on ne touche pas à l'autre. Donc on n'avance pas, on reste toujours... Et en fait, il y a un troisième axe qui est très important, c'est que la société civile avance dans le dialogue beaucoup plus que les autres. En fait, l'université n'a pas d'impact sur la société. Les autorités religieuses restent toujours eux-mêmes protocolaires. Ils ne peuvent pas aller plus loin. En plus, les religieux ne savent pas eux qui font le problème. C'est souvent les politiques, mais ils utilisent les textes religieux. Voilà. Mais les jeunes, surtout après 2019, après les événements, les manifestations de 2019, il y avait beaucoup de rapprochements entre le sud et le nord. Les jeunes, pourquoi les jeunes, maintenant, ils avancent beaucoup plus sur le dialogue par rapport aux autres? C'est parce qu'ils ont des valeurs communes. Parce qu'ils ont né après. Ils n'ont pas vécu le régime de Saddam Hussein. Ils n'ont pas de complexe de l'ancien régime. En plus, les sunnites chiites jeunes souffrent de la mauvaise gestion de l'État actuel. Donc, en fait, les deux côtés se revoltent contre le même régime. Donc là, après 2019, on voit beaucoup de rencontres à Bagdad, beaucoup de rencontres à Najaf, beaucoup de rencontres c'est-à-dire les chiites ils vont à Mossoul, les sunnites ils viennent à Najaf et à Karbala, et comme ça. Donc, ils sont libéraux. La majorité de ces jeunes, ils sont libéraux en fait, ils ne sont pas attachés au système religieux. Voilà. Donc, mes remarques sur aussi les contraintes sur le dialogue interreligieux, c'est qu'on a une faible culture de dialogue, mais on a une culture de coexistence. On peut vivre ensemble sans évoquer les choses qui nous choquent parfois. À l'époque de Saddam Hussein, on travaille, on vit ensemble, mais on ne parle pas de politique. On ne parle pas que le sunnite, vous avez le pouvoir, mais nous n'avons pas de pouvoir. On ne parle pas. Après 2003, aussi les sunnites subissent le même cycle, en fait. Donc ça reste toujours des choses protocolaires et on ne va pas... Donc aussi, on n'a pas de transparence. On parle, mais on ne va pas en profondeur. On ne parle pas. C'est-à-dire, moi, quand je passe, je trouve un discours de haine, je n'ose pas discuter avec l'autre. Je ne peux pas discuter. Même aussi, je ne peux pas porter plainte parce que je sais l'État, elle est complaisante parfois. Aussi, je n'ai pas de confiance à l'autre. Je ne peux pas. En fait, ça reste toujours une problématique de parler sur des choses litigieuses. Et aussi, l'acteur politique joue un rôle important pour saboter le dialogue. Voilà. Donc, un cas pratique, surtout sur ça, sur aussi l'image négative de l'autre, qui est enracinée aussi dans le mémoire de chaque personne, même dans la tête des politiques. Récemment, en fait, le gouverneur de Mossoul, il a fait un discours. Il a fait un discours pour les citoyens de sa ville. Mais après, vous savez, on a une tradition, chaque conférence ou chaque discours, on commence par un verset coranique. Et dans le verset coranique, on dit, on maudit le Satan. On maudit le Satan. Et le gouverneur, et il présente ses excuses aux Yézidis, il leur dit, excusez-nous, en fait, nous avons commencé avec un verset qui maudit le Satan, qui est pour vous important. Pourtant, c'est une image faussée de Yézidis. Yézidis ne s'attache pas au Satan. C'est une fausse image
qui circulent dans la société. Mais quand c'est prononcé par un symbole, un représentant de l'État, c'est très grave. Et ça, là, intervient le facteur politique, qui est un facteur important, parfois par ignorance et parfois volontaire. Voilà, donc... après, je passe au mémoire, docteur, je ne vais pas dire. Donc, le mémoire aussi étudié, comme le docteur l'a mentionné tout à l'heure, nous avons une culture de mémoire faible. C'est-à-dire, nous, on ne mémorise pas nos événements avant, on n'examine pas le passé, on s'en fiche. Et c'est pour ça l'histoire se répète chez nous, souvent. Parce qu'on ne prend pas les leçons, on passe à autre chose. Donc, on ne peut pas, le discours de la haine, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas examiner les conséquences, et tout ça. Un cas pratique, la guerre civile qui s'est déroulée chez nous, en Irak, après 2003, et aussi l'événement de Speicher. Dans cette guerre, moi je travaille sur la mémoire, et je voulais faire des travaux de recherche sur ça, mais je n'ai pas pu. Parce qu'en fait, lorsqu'il y avait des massacres à Bagdad et dans les autres villes, il y a des familles chiites qui ont sauvé les familles sunnites, qui ont hébergé, qui ont caché les familles sunnites. Je pense que aussi ici, on s'est déroulé aussi en France, les Juifs ont été hébergés par certains habitants. Donc ça fait partie de la mémoire nationale. Mais ces expériences n'ont pas été étudiées, n'ont pas été prises en compte par les universités et aussi par les autres organismes. Donc on n'a pas de culture de mémoire. Aussi, on est faible dans l'organisation, le travail. Les institutions sont faibles. Il n'y a pas de volonté aussi politique de focaliser. Il y a un autre phénomène dans le problème de la guerre civile, c'est qu'en fait les sunnites, ils ont quitté les zones sunnites, ils sont partis vers les zones les plus sûres. Les chiites sont partis vers Najaf, Karbala et Halla. Les sunnites sont partis, mais les bagdadites, ils ont un mode de vie différent des autres villes. Donc ils ont apporté avec eux leur technique de marché, leur mode d'habillement, aussi l'accent de Bagdad qui atteint. Là, quand vous allez, par exemple, Najaf et Bagdad, vous allez trouver qu'avant, le Najaf, c'était le centre religieux traditionnel à côté de le mausolée de l'imam. Maintenant, vous trouvez des zones bagdadites, c'est Bagdad en Najaf. Donc, ça fait beaucoup de modifications, beaucoup de conséquences économiques. Ces conséquences n'ont pas été étudiées par l'université, aussi par les autres organismes. Voilà, donc... j'ai fait l'ensemble de mes remarques. Merci beaucoup. Merci.